Un très grand bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle session consacrée au décryptage. Décryptage du rapport de gestion consacré au portefeuille conseillé qui vous sont mis à disposition dans EasyV Gestion Libre, en compagnie aujourd'hui de notre ami Nicolas Meusberger, pilote des portefeuilles conseillés. Grand bonjour Nicolas. Bonjour Imen. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous allons partager. Il s'agit pour le coup donc du décryptage du PDF donc qui vous est envoyé tous les mois donc et qui vous est mis à disposition également sur le site easybourse.com ainsi que dans la synthèse tout compte. Donc je vais laisser Nicolas donc aborder les différents points, à savoir dans un premier temps les messages clés relatifs à la toile de fond macroéconomique et financière. Ensuite son scénario central, le scénario en fait en tout cas de l'équipe justement donc de la Banque Postale Asset Management, puis donc les convictions financières qui en découlent, et enfin les ajustements, donc s'il y en a, qui ont été donc prévus dans les portefeuilles conseillés. Alors, donc je partage le document en question dans un premier temps. Donc fenêtre, voilà. Donc voilà. Le document est le suivant. Voilà. Nicolas, je te laisse la parole. Merci Imen. Allons-y, comme sur le même format que les mois précédents, on va revenir sur la synthèse de notre dernier comité d'investissement. On a tenu ça la semaine dernière et je vais partager avec vous les principaux messages clés qui en ressortent, et on verra ensuite comment ça se traduit du point de vue des préférences des classes d'actifs et surtout de voir comment ça se traduit dans la construction des portefeuilles conseillés EasyV. Nos messages clés, ils sont au nombre de 4. Le premier message touche la macroéconomie, à la croissance. Alors, la croissance pour nous, elle reste faible, mais il n'y a pas de catastrophe. Il y a pas vraiment de choses très désagréables. On est juste sur une croissance qui reste faible. On va différencier vraiment les 2 grandes zones économiques que sont l'Europe et les États-Unis, parce qu'on a des vues un petit peu divergentes sur ces 2 grandes zones. Sur la partie européenne, on est plutôt sur une stagnation. On n'est pas sur une récession. On est plutôt donc sur un ralentissement, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt sur un scénario de récession, de récession légère, mais de récession tout de même. Donc on voit qu'on a une petite différence d'approche entre les 2 zones. Il ne faut pas oublier que derrière ces 2 zones que sont l'Europe et les États-Unis, il y a toujours un moteur important, c'est la réouverture de la Chine, hein. La Chine, c'est quand même un grand moteur important dans les économies, et la réouverture de la Chine depuis maintenant quelques mois, c'est quelque chose qui vient aider l'Europe et les États-Unis. Le deuxième message qu'il faudra retenir à l'issue de notre comité d'investissement touche l'inflation, hein. L'inflation, maintenant, on s'en parle depuis très longtemps. On est sur des pressions inflationnistes qui mettent du temps à se résorber. L'inflation, il ne faut pas oublier qu'il faut, de manière très synthétique, la regarder de 2 façons: l'inflation globale et puis l'inflation cœur. L'inflation globale, elle est en train de baisser nettement. C'est aussi celle qui avait le plus monté. Pourquoi est-ce qu'elle baisse? Parfois de manière assez forte, tout simplement parce que cette inflation globale, heu embarque un certain nombre de variables volatiles comme les prix de l'énergie, et les prix de l'énergie baissent très fortement depuis quelques semaines, quelques mois. Donc on a cette inflation globale qui baisse beaucoup. Par contre, l'inflation corps, l'inflation cœur en français, elle, met un peu plus de temps à baisser. On est sur des ralentissements qui sont un peu plus rigides, et ça nous amène au troisième message clé, puisque quand on parle d'inflation, on parle très souvent de banque centrale, et ce troisième message clé, bah, c'est la politique monétaire. Et on est sur des banques centrales qui restent toujours à la manœuvre, hein, pour faire en sorte de juguler cette inflation. On est là aussi, si on reprend la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, sur des tonalités un tout petit peu différentes, tout simplement parce qu'elles ont démarré leur resserrement de taux avec un calendrier un peu différé. La Banque centrale américaine avait démarré bien avant la Banque centrale européenne, et la Banque centrale américaine a procédé à une hausse de taux il y a quelques jours. Il n'est pas impossible que ce soit la dernière. On est sur des taux qui sont à 5 aux États-Unis. Selon nous, on était sur la dernière hausse de taux aux États-Unis. Le marché anticipe
anticipe déjà même des baisses de taux à la fin de l'été et à l'automne prochain, pour nous, c'est un peu prématuré. Donc, on est sur des taux qui ont très fortement monté aux États-Unis, mais qui devraient rester assez élevé. Si on regarde, cet aspect sur, la Banque centrale européenne, bah, du fait qu'elle ait démarré un peu plus en retard et du fait qu'il y ait une inflation qui soit un peu plus difficile à juguler, on est sur une banque centrale qui continue de remonter ses taux. Christine Lagarde l'a annoncé il y a quelques jours, elle a encore remonté ses taux de 25 BP. La Banque centrale européenne a encore quelques marches à franchir au niveau des taux d'intérêt. Elle devrait continuer de le faire avec des avec des hausses à chaque fois un peu moins fortes. On était sur des régimes de 50 BP. Là, on est plutôt sur des hausses de 25 BP. Mais on voit qu'en zone euro, le travail de relèvement des taux d'intérêt reste important. Il ne faut pas oublier qu'à côté des 2 politiques conventionnelles, c'est-à-dire, moduler les taux d'intérêt, il y a la politique monétaire non conventionnelle et après avoir été très généreux avec les marchés, avoir, injecté énormément de liquidités, là, les banquiers centraux, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, commencent vraiment à diminuer la taille de leur bilan, pour pouvoir justement, faire en sorte que cette politique monétaire soit le plus efficace possible. Enfin, le quatrième message clé, là aussi, il nous occupe depuis un certain temps, c'est le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique est vraiment très varié, très protéiforme. Il faut retenir là-dedans 2 sujets. Le premier sujet, c'est le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie qui est un petit peu moins market mover, qui a moins d'impact sur les marchés financiers aujourd'hui, notamment sur les prix de l'énergie. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un risque d'escalade au niveau des tensions entre l'Europe et la Russie. Le deuxième foyer géopolitique important, c'est la situation de Taïwan, sa proximité géographique avec la Chine. Et la Chine a déjà annoncé à plusieurs reprises que Taïwan était chinoise tout simplement et ça, c'est quelque chose qui vient ajouter beaucoup de stress, puisque comme on le rappelle assez souvent, Taïwan, c'est un centre névralgique d'ingénierie et de production de tout ce qui est semi-conducteur sur la planète et donc c'est une activité industrielle sensible puisqu'elle vient nourrir toute la fabrication de choses qui sont très, très achetées aujourd'hui, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les voitures électriques, tout ce qui consomme de l'électronique aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près tout. Et donc cette situation à Taïwan est toujours assez préoccupante, d'autant plus que la Chine a fait un certain nombre d'exercices militaires, parfois à balles réelles, autour de l'île de Taïwan. Voilà pour les principaux messages clés qui ne changent pas fondamentalement, hein, depuis le mois dernier. Maintenant, comment ça se traduit sur les principales, sur nos préférences sur les principales classes d'actifs? Là aussi, pas d'énormes changements par rapport au mois dernier. Si on commence par les actions, on reste toujours assez, prudent sur les actions. On a plutôt une approche défensive sur les actions, notamment les actions des pays développés, l'Europe, les États-Unis, un petit peu moins sur le Japon. On garde toujours une approche un peu prudente parce que les valorisations restent quand même, assez élevées. Il y a un peu de dispersion, hein, il y a ce n'est pas un seul trait unique. Il faut faire un peu de différence entre les différentes zones, les différents secteurs, mais au global, les valorisations restent quand même, plutôt élevées. Il faut pas oublier qu'à côté de ça, on est en train de terminer la saison de publication des résultats, où finalement on a eu de bonnes, voire même de très bonnes surprises, hein. Les 2 compartiments qui étaient regardés, comme le lait sur le feu, c'était le luxe en Europe, qui continue de manière, presque insolente, bah, de profiter de la reprise, chinoise et ça tire, particulièrement à la hausse, les indices européens et notamment le CAC 40 qui est très riche en valeurs du luxe. Également le deuxième segment qui était très regardé, c'est les géants de la technologie, aux États-Unis et là aussi, pas de mauvaises surprises, voire même de bonnes surprises et ça, c'est des éléments qui ont eu tendance à rassurer les investisseurs. Après, quand on regarde devant nous, dans les prochains mois, les prochains trimestres, on anticipe quand même un ralentissement, des bénéfices. C'est ce qui fait que quand on combine une valorisation plutôt élevée et une anticipation de ralentissement des bénéfices, ça vient ici, apporter un peu d'eau à notre moulin pour conserver un biais plutôt, défensif sur le marché des actions. Sur les obligations, du côté des obligations souveraines, on reste plutôt à l'écart, hein. Le niveau des taux d'intérêt, reste, toujours assez élevé, ne devrait pas baisser. Dans le segment des obligations, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le segment du crédit, c'est les obligations d'entreprise et là aussi, si on fait la différence,
si on coupe vraiment de manière grossière en deux le marché des obligations du crédit, c'est les obligations qui sont plutôt bien notées, ce qu'on appelle le investment grade, et les obligations les moins bien notées du point de vue du crédit, les plus spéculatives, qu'on appelle le high yield. On avait eu tendance ces dernières semaines à remonter nos prévisions sur le segment du crédit, et on va voir que dans les portefeuilles, on garde l'allocation que nous avions mise en place sur, cette, classe d'actifs. Justement, en parlant de portefeuille, quand on regarde notre, l'allocation, c'est-à-dire vraiment la colonne vertébrale de la construction de nos portefeuilles, on n'a pas apporté de gros changements en termes d'allocation pour les portefeuilles, conseillés EasyV ce mois-ci. On reste toujours avec une pondération en actions qui traduit notre prudence sur les marchés. Donc nous ne l'avons pas remonté, nous ne l'avons pas baissé. En termes de répartition géographique, c'est également un statu quo. On a une préférence pour, les actions émergentes, hein, j'en parlais tout à l'heure, notamment les actions émergentes, chinoises. C'est une vue plutôt court, moyen, long terme, mais qu'on traduit dans les portefeuilles aujourd'hui. Donc si on prend la partie, par exemple, du portefeuille, équilibré, celui qui s'appelle EasyV P3, portefeuille équilibré, quand on regarde la répartition par grande classe d'actifs, les actions se décomposent avec 31 d'actions sur la zone euro, 6 d'actions, japonaises, c'est 23 sur les actions, pardon, 12 sur les actions japonaises, 23 sur les actions américaines et enfin 16 sur les actions émergentes. Et je le disais, dans les actions émergentes, on va avoir tendance à favoriser les actions chinoises au détriment des, autres zones. Ça, c'est pour la partie action du portefeuille, qui dans ce portefeuille équilibre représente à peu près 82 d'actions. Le crédit représente, 8. Là aussi séparé en 2, à part égale, avec 4 sur les obligations d'entreprise investment grade, donc les mieux notées du point de vue, du crédit, et également 4 sur les obligations high yield, celles qui sont un peu plus, spéculatives. Les 10 qui restent, tout simplement, c'est du cash qui devient depuis quelques semaines avec la remontée des taux rémunérateur. Donc on est sur une partie cash qui est placée sur des supports monétaires plus ou moins courts pour profiter de cette remontée des taux. Quand on va un peu plus en détail dans les portefeuilles, en termes de choix d'OPC pour, la construction finale des portefeuilles, pas beaucoup de changements là aussi depuis le mois dernier. Dans la partie action zone euro, on garde toujours 2 moteurs pour construire, le portefeuille, un investissement sur le fonds Lazare Alpha Euro SRI et un investissement sur le fonds LBPAM ISR Action Euro. On est vraiment là sur des actions, large cap, hein. Rappelez-vous, on avait sorti du portefeuille nos actions de petite et moyenne capitalisation boursière. C'était plutôt, une bonne idée d'avoir pris des profits sur cette, classe d'actifs et sur ces fonds. Sur la partie japonaise, sur la partie actions japonaises, là aussi, le portefeuille est construit à partir de 2 OPC, l'OPC Comgest Cross Japan et le fonds LBPAM ISR Action Japon. Sur la partie action américaine, là aussi 2 supports, le fonds Franklin US Opportunities et le fonds AB Sustainable US Thematics. Et enfin, sur la partie émergente, un cœur d'investissement qui est fait sur notre fonds LBPAM ISR Multi-Actions Émergents. Et là aussi, la coloration chinoise qu'on a voulu apporter à travers notre fonds LBPAM ISR Action Croissance Chine. Ça, c'est pour la partie action. Pour la partie crédit, sur le crédit investment grade, nous proposons de garder en portefeuille le fonds Ostrom SRI Oblicrédit et sur la partie high yield, le fonds Allianz Euro High Yield. Sur le monétaire, deux instruments, le fonds Ostrom SRI Cash et le fonds Ostrom SRI Cash Plus, qui va un petit peu plus loin en termes de prise de risque pour essayer de dynamiser un peu plus cette poche d'investissement sur le monétaire. Ça, c'est pour la partie vraiment financière, construction de l'allocation, construction du portefeuille en OPC. Et à côté, naturellement, et là aussi on le dit, c'est très important, en plus de la partie gestion financière du portefeuille, on a cette partie gestion extra-financière, hein, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de notre ADN depuis plusieurs années.
Et cette partie gestion extra-financière se fait en choisissant, les produits qui sont, ISR, ESG, qu'on va regarder avec plusieurs prismes, leur classification SFDR, le label ISR quand c'est des quand les fonds, l'ont obtenu ou sont en train de candidater pour l'avoir et enfin la notation Morningstar à travers les globes Morningstar sur la partie, sustainable. Voilà, bon, Voilà pour ce mois-ci, Imen. donc à retenir du coup, absence de variation, concernant justement donc le poids, au niveau des allocations et les unités de compte utilisées et à retenir également des portefeuilles conseillés qui sont concentrés, pour le coup puisqu'on est sur une douzaine donc d'unités de compte. Alors juste pour terminer éventuellement sur la mise en avant donc des éléments du rapport de gestion. À chaque fois, donc tous les mois, nous vous tenons au courant des performances des portefeuilles conseillés, performances fictives, mais performances quand même relativement fidèles, et ce depuis le début de l'année. Voilà, donc ça vous donne éventuellement donc une indication sur le track record justement donc de vos portefeuilles mois après mois. Voilà, donc Nicolas, du coup, bah, merci énormément. Merci pour ces différents éléments d'éclairage. Merci, Je, Imen. ra- je rappelle simplement que la note d'information vous est mise à disposition de votre espace client. Elle vous est envoyée également justement dans votre mailbox. Et par ailleurs, il y a un replay qui est disponible donc, du décryptage de Nicolas tous les mois pour justement vous tenir au courant à la fois des messages clés issus du comité donc d'allocation donc qui se tient tous les mois donc chez LBPAM, mais par ailleurs donc des conséquences qui en découlent. Voilà, donc ça c'est pour également vous tenir au courant justement sur vos contrats. Encore merci énormément Nicolas, merci énormément. Merci, Imen. À Et je vous bientôt. dis à très bientôt, chers clients EasyV, pour un nouveau décryptage du rapport de gestion. Au revoir tout le monde. Au revoir.